Ok, parfait. Bah, du coup, vous avez quoi prendre des notes, je vois, c'est super. Parce que parfois, je vais balancer des informations qui pourraient vous sembler logiques, et puis d'autres fois, ce sont des informations qui sont un peu plus denses. Donc voilà, peut-être que vous les comprenez directement, mais écrire, ça permet justement d'y revenir et de me poser des questions au cours de la présentation. Et de toute manière, s'il vous reste quelques petites questions, à la fin, on fait un quart d'heure pour que j'y réponde. Attends, Voilà. je vais chercher un carnet. Ouais, mais il y a tout ce qu'il faut là. Ah bah parfait. Ouais. Alors du coup, moi je vais me présenter pour que vous sachiez avec peu à qui vous avez affaire. Du coup, moi, un être humain comme vous, qui s'est formé à la PNL récemment, mais je suis passionné de psychologie depuis 8 ans. Donc, enfin, pas depuis l'âge de 8 ans, mais ça fait 8 ans que j'y suis intéressé. Et j'y suis rentré justement en découvrant tout ce qui était du secteur des thérapies brèves. Donc les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnothérapie, la PNL. Et les thérapies comportementales, c'est, on va dire, alors là je vais expliquer vraiment grossièrement, ou vulgariser le truc. C'est, on parle à votre conscience et on lui dit de faire ça. Parce qu'en fait, le cerveau, à force de répéter quelque chose, il finit par croire à l'information. Sachant que dans notre cerveau, en fait, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, si je vous dis plage, sable chaud, aride, mer, vague, je décris juste des choses que vous ressentez à l'intérieur. Et peut-être que ces images vous viennent avec les sons des vagues qui font des allers-retours sur la plage, la chaleur du soleil, une douce brise qui caresse votre peau, l'odeur de l'air marin. Toutes ces choses-là, vous les ressentez directement, alors que vous êtes dans une salle ici avec moi. Donc ce que je vous décris, c'est pas la réalité, mais votre inconscient, lui, va tout de suite accrocher. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Dans les thérapies comportementales cognitives, à force de faire un exercice, logiquement, l'inconscient devrait percuter que ça fait partie de sa réalité, à nouveau. Alors après, il y a plusieurs débats là-dessus, parce que comme nous sommes tous différents les uns des autres, il y en a qui ont des mentals un peu plus forts que d'autres. Donc le mental, ne vous étonnez pas si j'utilise parfois quelques mots un peu de vocabulaire de la spiritualité, puisque j'ai un pied dedans, complètement. Et sachant que la PNL est peut-être abordée de deux façons, elle peut être abordée autant d'un côté scientifique, logique, on va dire, un peu mathématicien, c'est-à-dire tu fais tel exercice, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi, et ça marchera. Voilà. Et il y a l'autre versant, la spiritualité, parce que ça parle à l'émotionnel, à nous, à nos ressources, qu'on peut développer par la suite. Donc, je vais vous parler de la PNL, mais avant, je vais vous parler de l'hypnothérapie, parce que la PNL s'est grandement inspirée justement des travaux de Milton Erickson, qui est un hypnothérapeute très connu. Et l'hypnothérapie, on peut le voir un peu comme ça. Je vais faire un petit schéma. Hop. En tout cas, moi, je l'écris ça comme ça. Ouais, je voulais faire une couronne, mais c'est pas grave. Alors, si vous avez un grand couloir qui amène, on va dire, les informations de l'extérieur, et ici, jusqu'à l'inconscient. Donc là, il y a un gardien, on va dire votre mental, votre conscience. Mental ou conscience. Et lui, il est chargé de trier les informations qui rentrent. Donc, il y a des informations qui vont arriver, que vous allez laisser passer, parce que elle est approuvée par le mental comme, on va dire,
une petite notion que je dois aussi préciser. Notre mental ne fait pas... Il associe la sécurité à la familiarité. C'est pas pareil. Ce qui est familier rassure, parce qu'il connaît. C'est justement son système. Par contre, ce qu'il connaît pas, ce qui n'est pas familier, mais qui pourtant pourrait être utile pour l'inconscient, pour nos émotions, si c'est pas familier, il le laisse pas passer. Voilà. Donc il le chope, un peu à la manière d'un gardien de but. Dans l'hypnothérapie, on va justement endormir le mental un peu plus, on va l'engourdir, pour pouvoir faire passer le maximum d'informations jusqu'à l'inconscient qui les traitera. On va dire, par exemple, vous êtes phobique des araignées. Allez, un truc simple. Voilà. Donc quelque chose d'inconscient se manifeste. Quand il y a une grande peur qui arrive sur une araignée, c'est une petite bête. Vous savez très bien qu'elle ne va pas vous manger, qu'elle ne va pas vous renverser ou quoi que ce soit. Voilà, vous êtes un humain, vous faites 10 fois sa taille, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais bon, ça va quand même vous bloquer. Donc en hypnothérapie, on va essayer de faire passer des informations pour que l'inconscient résoudre ce problème-là. Que cette émotion qui vient quand il y a une araignée ne soit plus une émotion d'angoisse, de peur, de panique, mais soit une émotion plus modérée, voire une émotion d'apaisement dans certains cas. Alors ce que je fais le plus souvent, c'est plutôt des émotions, on reste sur de l'émotion rigolote. Donc voilà, le fait qu'on tourne la situation en dérision. Donc alors sur la plupart des gens, le mental reste engourdi et les informations passent, mais chez une autre partie, qu'on appelle les analytiques, le mental il est beaucoup plus agité, beaucoup plus dynamique. Vraiment, c'est un gardien de but sous caféine, on peut dire. Donc il va choper toutes les informations. Une personne sous hypnose n'est pas forcément dans un état inconscient. Elle peut encore réfléchir, elle peut encore se parler à elle-même, se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Ouais, mais bon, ça, ouais, je sais, il le dit parce que ça ressemble à tel truc scientifique et je suis censé faire ça, et voilà, blablabla. » Ce qui fait que ça complique le travail du thérapeute. Ça, c'est le seul truc. Ouais. Dans l'hypnothérapie, il n'y a pas d'une remontée d'informations de l'inconscient vers l'extérieur? Alors ça, c'est justement, c'est quand vous avez compris une information venue de l'extérieur qui a convaincu le mental et que ça fait un lien entre l'inconscient et le conscient, et le mental. C'est-à-dire, on peut très bien vous raconter, vous dire des choses que vous savez déjà. On peut très bien vous expliquer, par exemple, que la phobie des araignées, c'est pas justifié, que faut pas avoir peur, c'est pas la petite bête qui mange la grosse, etc., etc. Mais vous pourrez toujours pas vous empêcher d'avoir peur de l'araignée. Voilà. En fait, du coup, c'est le mental qui crée la phobie. C'est pas venir de l'inconscient. Alors, en fait, l'inconscient ressent la phobie, mais le mental défend l'inconscient d'une certaine manière. Sauf qu'il va prendre, il va se charger de toutes les informations qui ne sont pas, il va traiter, il va vraiment filtrer les informations qui lui sont pas familières. Je peux donner les informations qui sont pas familières, qui peuvent être très bonnes pour l'inconscient, mais le mental va se dire, comme c'est pas familier, je connais pas, je me mets en danger, en laissant passer cette information. Certaines personnes dans les séances que je fais, par exemple, il y a des personnes qui viennent avec une problématique. Mais en fait, c'est une problématique derrière qui est un peu plus lourde, qui est à traiter. Parfois, je peux travailler là-dessus, et parfois, c'est pas judicieux de le faire. Parce que si je traite la grosse problématique racine, la personne va se retrouver sans rien, on va dire. Sans rien, alors c'est un peu, imaginez des trapézistes et des filets de protection. Donc en fait, je dois m'assurer qu'il y ait plusieurs filets de protection. Donc si je me débarrasse d'un filet, il faut qu'il y en ait un en dessous. Il faut que la personne ait des ressources nécessaires pour faire face à, paradoxalement, la résolution de cette problématique. Il y a certaines résolutions de problématiques qui ne sont pas recommandées. Par exemple, je vais prendre le cas d'un enfant qui s'était mis à bégayer, puis grâce à la PNL, une vingtaine d'années après, une séance a été résolue. Bon, et en fait, l'enfant s'était mis à bégayer, très jeune,
quand il voyait ses parents se disputer, hein, se déchirer entre eux. Donc, bon, ben, paradoxalement, on était, enfin non, même pas paradoxalement, c'était juste super ce cas-là, parce qu'on revient à un souvenir où il se souvenait qu'il regardait un film, non, un dessin animé, où il y avait un personnage de cartoon qui lui-même bégayait quand il a peur et pour se protéger d'une certaine manière. Et il a fait la même chose. Il a reproduit le même schéma. Et ses parents se sont unis autour de son problème de bégaiement pour être soudés et ne plus se disputer. Voilà. À ce moment-là, ce mécanisme de défense était nécessaire pour l'enfant, pour qu'il se sente bien, un petit peu pour qu'il rétablisse un certain équilibre en lui. Et que ça ne tourne pas, on va dire, en traumatisme. Donc ça a été son mécanisme de défense. Là, on n'aurait pas pu lui dire, on n'aurait pas pu l'empêcher de bégayer, puisque c'était le seul recours qu'il avait à ce moment-là. Donc c'est pas judicieux de traiter une problématique comme ça à ce moment-là. Bon, 20 ans, ouais. Non, pardon, continuer. Non, c'était pour savoir en fait, okay. Du coup, si la résolution, enfin, ouais. En quoi la résolution de ce problème avait induit d'autres problèmes finalement. Tu peux développer? Oui, non, simplement, du coup, apparemment, après intervention au niveau, enfin, avec la PNL. Ouais. C'était 20 ans après, oui. 20 ans après, ce problème a l'air d'avoir été résolu, mais par contre, il n'y avait pas le filet, du coup, il y a des problèmes. Maintenant, il y a, parce que 20 ans après, il y a une expérience de vie, et les parents ne sont plus là, on va dire. Enfin, ils sont, maintenant, ils font leur vie. D'ailleurs, je ne sais même plus s'ils étaient divorcés ou pas. Mais la personne est en mesure de prendre la charge émotionnelle. Dans l'enfance, on est parfois, les traumatismes, par exemple. Quand on prend une grosse charge émotionnelle dans la figure, on produit un mécanisme de défense qui permet justement de l'apaiser, de la tempérer, de la maintenir quelque part un peu sur le côté, voire derrière, et se dire je vais m'en occuper plus tard. Pour l'instant, je vais me charger, voilà, je vais produire mon mécanisme de défense pour faire face à cette charge-là, qui reste en fond. Ça reste en fond, un peu comme un bruit sourd ou comme un arrière-plan. Donc, et comme c'est un mécanisme de défense qui est aussi un problème au quotidien, on va pas vraiment vouloir revenir en arrière. On va pas vouloir, on va dire, regarder le traumatisme ou l'événement dégueulasse entre guillemets qui est arrivé. Mais peu à peu, avec le temps, on peut avoir d'autres ressources, le vécu, l'expérience qui arrive et qui fait qu'on est capable de rationaliser, d'en parler également, parce qu'un enfant ne peut pas parler de traumatisme avec des mots précis, il en parle avec des émotions. Et là, c'est ce qui s'était produit à la résolution de ce problème. Il était en mesure de comprendre. Alors après, la personne en question lui a fait un protocole de ligne du temps, donc on est remonté vraiment dans le passé. Et elle a pu se voir enfant en train de produire ce mécanisme. Après, par la suite, on lui a donné les ressources, on l'a fait revenir en face de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, après, on parle beaucoup d'enfant intérieur, mais je dis que l'enfant intérieur, c'est un ensemble de parts de nous, de parts enfants, on va dire. Donc, parce qu'on a plusieurs événements difficiles, nous sommes arrivés dans le passé. Et du coup, quand on résout une problématique, c'est qu'on a réussi à revenir vers cet enfant-là, de communiquer avec lui, de créer un lien, de l'écouter, d'écouter sa douleur, de créer une empathie et de l'accompagner. Moi, je vois ça comme ça. On est un père et une mère pour chacun de nous. Donc voilà, ça répond à ta question. Je t'ai embrouillé plus. En fait, je voulais juste savoir. Ouais. J'ai du mal à me représenter le filet qui est nécessaire en fait. Parce qu'une fois que la problématique du bégaiement a été résolue, de quoi est-ce qu'il a eu besoin? Est-ce qu'il avait eu besoin de faire autre chose? Le filet d'en dessous qui n'était pas là dans l'enfance, c'était le fait de pouvoir rationaliser la situation, de pouvoir exprimer les émotions par des mots et de pouvoir s'en défendre.
spontanément, une fois le problème résolu, Là, il en y a avait. des émotions qui surgissent forcément. Alors nous, en PNL, on va créer le filet d'en dessous. Enfin, en tout cas, on va s'assurer qu'il est bien là et on va le renforcer si besoin. S'il n'est pas là, bon, on va plutôt s'attarder sur le filet d'au-dessus. Enfin, je mets beaucoup d'images pour présenter ça. Je veux juste savoir en fait si, Ouais. enfin, comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il aurait réagi s'il n'avait pas eu de filet. Ah bah là, oui, c'est toute une question. Ouais, d'accord. Mm. Donc c'est en prévision. Ouais, c'est en prévision. Tout ça, L'être humain anticipe beaucoup. Enfin, déjà, on peut se représenter, allez, on va aller prendre une vision un peu darwiniste, on est la continuité de l'animal, on va dire. Il y a une partie de nous qui est animale, qui est basée sur l'instinct. Par exemple, c'est juste qu'on a prolongé ces émotions d'instinct animal sur des problématiques humaines. Là, je suis en train de vous parler en public. Je pourrais me sentir très stressé. Je pourrais même me mettre à bégayer, à trembler et au final partir en courant. Bon, bah ça, cette réaction, c'est un peu la réaction qu'on a face à un ennemi dangereux dans la savane, pour un animal. Dès qu'il entend le moindre bruit, tout de suite, on est en alerte, c'est attention, et on prend des mesures, on anticipe pour ne pas se faire manger. Alors, bon, malheureusement, notre société est restée un petit peu animale sur le côté système pyramidal, c'est-à-dire il y a les plus gros qui sont en haut et puis il y a les plus faibles, entre guillemets, en dessous. Donc, il y a toujours un petit peu ce principe du mangeur et du manger. Mais bon, comme nous sommes des êtres humains, on a le choix justement soit de se tirer de ce système-là pour arriver sur un système qui ne sera pas pyramidal mais en réseau. Donc là, on communique vraiment tous pour être toujours à jour des problématiques qu'on a les uns les autres. Puisque, en général, quand quelqu'un vous agace, il vous renvoie une problématique que vous avez vous. L'impolitesse, par exemple. Quelqu'un est impoli et vous, dans votre famille, on vous a toujours appris à être poli. Parce que être poli, c'est une marque de respect, de reconnaissance de votre personne, de considération. Vous avez donc besoin d'être considéré. Donc besoin que l'on soit poli avec vous. Derrière, il y a toujours les mêmes problématiques. C'est-à-dire dans la reconnaissance, nous reconnaître en tant que tel, il y a la problématique d'être aimé pour ce qu'on est, ou être juste aimé, ne pas être abandonné ou rejeté. L'autre qui est impoli, il touche à cette blessure-là. Il pointe dessus. Comme quoi vous ne l'avez pas résolu d'une certaine manière. Alors quand vous n'en êtes pas conscient, vous allez réagir, peut-être un peu violemment. Vous allez le réprimander. On est toujours sur ce jeu de qui a raison, qui a tort. Et le fait d'avoir raison, ça nous fait du bien. On se sent bien. Parce qu'on rétablit un équilibre, et puis on s'est un petit peu éloigné paradoxalement de notre blessure qui a été pointée. L'autre personne, bon, peut-être qu'elle ne pourrait pas vous aimer parce que vous avez des manières, que vous êtes mieux habillé, vous savez assimiler les codes sociaux, comme elle ne sait pas les assimiler. Et pour elle, quelqu'un qui assimile les codes sociaux, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi et qui a toutes les raisons de pouvoir l'écraser. Donc elle se sent un petit peu en danger. Elle ne va pas vous aimer, du coup. Parce que vous pointez sa problématique à lui, comme quoi il n'a pas envie d'être soumis, il n'a pas envie d'être blessé, abandonné ou rejeté. C'est la même problématique qui est renvoyée dans la figure de l'autre. Du coup, j'ai perdu mon schéma sur l'inconscient. Une question ? Non, merci. Exactement, voilà. Donc, quand on a quelqu'un de super analytique, donc qui assimile, qui on va dire traite toutes les informations, qui réfléchit beaucoup pendant une séance d'hypnothérapie, on va l'inonder d'informations. On va en lui mettre plein,
tellement qu'il ne pourra pas tout traiter. Donc on va jouer sur un enchaînement d'images, un enchaînement sur les sens, sur les 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et on va l'amener carrément sur des trucs différents et on va vraiment ne jamais cesser de le balader. Ce qui fait qu'il y aura quelques informations qui vont passer à l'inconscient et qui vont pouvoir apaiser la problématique qu'on est en train de traiter. J'ai un peu de mal Ouais. à visualiser en fait les Ouais. informations de l'extérieur. Bah, c'est... Vous parlez de... Alors là, en fait, là, ce dont je suis en train de parler, c'est...